Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau de Business Inside, un espace réservé par le magazine Forbes pour que les chefs d'entreprise viennent ici un peu nous raconter leur histoire, leur parcours, leurs difficultés parfois, mais aussi toutes leurs ambitions. Avec nous, Alexandre Sirech, bonjour. Bonjour. Vous êtes président-directeur général d'une entreprise qui s'appelle Les Bienheureux. Quel nom merveilleux pour une entreprise qui fabrique des produits alcoolisés. Tout à fait. D'une certaine façon, c'est ça. Vous avez créé cette entreprise en 2013. Tout à fait. Qu'est-ce qu'elle recouvre ? Qu'est-ce qu'il y a dans cette enveloppe des Bienheureux ? Alors, il y avait la volonté de créer une entreprise qui gagne de l'argent, mais pas que. Donc pourquoi les Bienheureux ? Parce qu'on s'est dit, on va essayer de faire en sorte que notre pays qui patine un peu se redresse à notre petit niveau. Oui. Et donc on va créer une entreprise heureuse. Donc pour faire ça et pour mériter ce nom, on fait 4 choses un peu particulières. Première chose, on embauche qu'en CDI. Deuxième chose, on a un SMIC bienheureux qui est à 2 000 € net de charges sociales, donc qui est quand même 1,8 fois plus élevé que le SMIC légal. Troisième chose, on ne prend pas de subvention. Et quatrième chose, on est 100% fiscalisé en France. Oui. Voilà, c'est pour ça qu'on essaie de s'appeler les Bienheureux. Oui. Voilà. Alors là, dans le cœur de votre ADN, là, il y a la volonté de faire en sorte que le personnel soit de qualité, mais qu'il soit fidèle, hein. Je comprends. Tout à fait. Bon, il faut quand même faire un produit. Alors, quand on se lance dans les spiritueux, qui est une vieille industrie très mûre, qui est dominée par une demi-douzaine de multinationales, ancestrale, des multinationales très puissantes et très bien gérées, il faut un point de différence. En whisky, on a pris le point de différence de faire du whisky français. En rhum, on fait des rhums de dégustation avec des finishes d'ailleurs dans des barriques qui avaient contenu du cognac avant. Et surtout, nos stratégies, c'est de dire, comme on n'a pas les budgets marketing des gros, il faut que notre produit, à l'aveugle, soit le meilleur. Donc on travaille avec des verres noirs, et quand on crée un produit, on regarde les 2 meilleurs mondiaux, et tant que notre produit, à nous, en verre noir, ne fait pas l'unanimité du comité de dégustation, on ne le sort pas. L'avantage, c'est que quand il sort... Et donc, à partir du moment où il a été élu après une dégustation à l'aveugle, vous comptez sur la réputation, la bouche à oreille. Et le bouche à oreille, c'est là qu'on a de la chance, et je pense que ce que nous faisons aujourd'hui, on n'aurait pas pu le faire il y a 30 ans, parce qu'aujourd'hui, le bouche à oreille, grâce à Internet, il est très rapide et très puissant. Et donc, c'est plus facile que... Alors, il y a quand même une chose sur laquelle, j'imagine, tous les étudiants qui sont dans les écoles de commerce doivent se pencher. Le whisky, c'est pas français. C'est écossais. Le rhum, c'est pas français. C'est martiniquais. Et vous êtes en Charente, en plein pays de cognac. Voilà. Mais qu'est-ce que vous faites là, quoi ? Alors, le whisky, d'abord, il faut savoir que c'est français. L'eau de vie du roi Stanislas à la cour, c'était déjà du whisky. Ça s'appelait pas whisky, ça s'appelait l'eau de vie du roi. Ouais. Mais c'était déjà de l'orge maltais brassé puis distillé. Bon. Donc il y a une antériorité française sur le whisky, ça ne se sait pas. Ouais. Ensuite, pour faire du bon whisky, il faut quoi ? Il faut les céréales. La France a le meilleur terroir de céréales d'Europe. Il faut des alambics, c'est la France qui les construit. Des barriques, c'est la France qui les fabrique. Mais alors comment se fait-il que ça ne va pas lancer dès le début dans le whisky ? Eh bien, justement parce que, figurez-vous que le whisky écossais... Oui. Sur le dos de l'Empire britannique, est devenu l'alcool brun de référence mondiale, alors que c'est un accident historique, cette histoire, parce qu'avant Napoléon, les Anglais ne buvaient pas de whisky écossais, ils buvaient du cognac. Et quand Napoléon leur a infligé le blocus continental, ils se sont mis à fabriquer leur propre alcool. Faire du whisky écossais. Bravo Napoléon. Donc il est temps maintenant de rétablir la géographie devant l'histoire. Voilà. Et c'est un marché qui progresse, Alors le whisky français, c'est un marché qui progresse de 30% par an, donc c'est encore tout petit. Mais à cette allure, ça va prendre de belles couleurs. Avec des spécificités particulières sur son ancienneté D'abord, en termes de terroir de céréales, là, il y a une vraie spécificité qu'on peut retrouver dans la bouteille. On retrouve ça ? Oui. Ouais. Ensuite, il y a un vrai savoir-faire d'élevage ici, en barrique. Nous, notre directeur technique pour le whisky Bellevoix, qui est maintenant le leader du marché, vient du vin. Vient de grands crus classés. Donc il y a un savoir-faire en termes du choix des barriques et de la durée d'élevage en barrique que les Écossais n'ont pas. Donc c'est des barriques qui ont servi pour les grands vins de Bordeaux, qui ensuite servent pour le cognac et que vous réutilisez pour le whisky. Alors nous, on les utilise directement après les grands vins. Ouais. Elles ne passent pas par la case cognac. Donc on a un Bellevoix qui est fait avec des barriques qui ont contenu du Saint-Émilion, un autre avec des barriques de Sauternes. Et ça, c'est un gros avantage qu'on a, ce savoir-faire par rapport à nos amis écossais. Mais
globalement, comment vous le sentez, ce marché des produits alcoolisés? Parce que mon sentiment est que nous allons de plus en plus vers une vie plus saine, moins alcoolisée, à consommer avec modération, comme dit la pub. Alors nous, on s'inscrit complètement là-dedans. C'est-à-dire que le marché des boissons alcoolisées, concrètement, il décroît parce qu'on boit moins, mais mieux, et plus cher. Et donc, ce que nous faisons donc chez vous les gagnez en bienheureux, valeur. Exactement. Ce sont des alcools de dégustation qui ne sont pas donnés. Ça commence à 39 €, le whisky Bellevoix, et ça finit à 79 €. Donc, c'est boire moins, mais mieux, et plus cher pour pouvoir payer des bons salaires. Voilà la tendance que nous suivons. Même démarche pour le rhum? Même démarche pour le rhum, exactement. Donc là, vous voyez, nous sommes en train de passer en rhum bio, canne à sucre bio complètement, au Guatemala et au Costa Rica, et une grande attention à la distillation, un élevage dans des barriques qui ont contenu du cognac, donc vraiment des rhums de dégustation qui raflent d'ailleurs toutes les médailles d'or du métier en ce moment. Et ça, c'est intéressant pour la planète en général, parce que vous savez qu'il y a des gens qui vous disent qu'il faut faire la décroissance. Et puis il y a des gens qui vous disent non, on ne va pas décroître parce qu'on ne veut pas s'appauvrir. Eh bien, nous, dans notre métier, il y a la solution. Parce qu'on peut décroître en volume, donc on boit moins, mais croître en PIB parce qu'on vend des choses bien meilleures et donc plus chères. Avec aussi la possibilité, un peu comme on fait tous les produits de luxe, d'élargir le marché à des pays, à des marchés qui n'étaient pas en mesure de rentrer sur ce secteur. Tout à fait. Consommation. Vous commencez à exporter, notamment vers les pays asiatiques ou pas? Oui, Bellevoix s'exporte très bien au Japon, notre whisky français, qui plaît beaucoup. C'est intéressant parce que la France est le premier marché des whisky japonais. Et le Japon est en train de devenir le premier marché des whisky français. Donc là, il y a toujours eu cet échange entre la France et le Japon, une certaine admiration mutuelle sur le bon goût. Mais on vend également aux États-Unis, au Canada. L'export représente chez nous 40% du chiffre d'affaires. Alors, quels sont les moyens mobilisés, justement, pour assurer la distribution commerciale? En France d'abord, et puis à l'étranger ensuite. Alors, en France, nous avons 40 agents multicartes qui sont animés par 2 salariés à nous. Voilà, ces agents multicartes, ils sont commissionnés. Donc c'est bien parce que ce ne sont pas des charges fixes, ce sont des charges variables. À l'étranger, par contre, il faut trouver des importateurs. Donc là, il faut partir avec sa petite sacoche, frapper aux portes avec des échantillons et pays par pays, trouver le bon partenaire. Ça prend du temps, mais c'est passionnant. En Charente, vous avez des voisins puissants à l'étranger. Oui, très puissants. Très, très puissants. Donc ils vous emmènent dans leur bagage, peut-être? Non. Ils ne veulent pas. Ça peut faire partie de deals prochains ou pas, non? Non, parce que l'indépendance, c'est quand même très agréable. Puis vous êtes concurrent. Et puis on est concurrent. Non, au niveau de la consommation. Mais néanmoins, grâce aux grandes marques de cognac, il s'est installé en Charente ce qu'on appelle la Spirits Valley, c'est-à-dire une grappe d'entreprises spécialisées qui vont de la barrique à la bouteille, en passant par les alambics, les cuves. Et ça aussi, c'est un gros avantage concurrentiel par rapport à nos concurrents étrangers. On a tout en Charente sur place. Et ça, c'est formidable. Alors, j'ai appris en regardant votre petit dossier qu'il y avait dans le secteur des vins et alcools un segment de clientèle qui était prêt à payer très, 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 très cher les bouteilles. Il y a un créneau de super luxe, à 2000, 3000, 4000 $ la bouteille. C'est vrai, ça? C'est vrai. Comme dans les grands vins millésimés, c'est vrai. les grandes marques de Bordeaux que vous connaissez. C'est vrai. Vous êtes en train de rentrer Oui, on est en train de rentrer là-dedans et nous sortons à l'automne un produit qui va être à plus de 5 000 € aux consommateurs. Ouais. Et donc, ça, c'est des produits qui peuvent assurer une partie de votre croissance importante. Tout à fait. C'est tout à fait. dans la stratégie de majoration de la valeur, quoi, de la création de valeur. Exactement, tout à fait. Et ça va bien dans ce sens de boire moins, mais mieux. Des produits d'exception. Ouais. Pourquoi vous avez appelé ça les bienheureux, l'ensemble? J'ai un associé qui s'appelle Jean Mouex et on cherchait un nom. On était au restaurant pour trouver un nom. On ne trouvait pas de nom. Et quand la restauratrice est venue, on lui a dit mais qu'est-ce qu'on vous inspire? Elle nous a dit vous faites bienheureux. Donc on l'a appelé les bienheureux. Ouais. Mais c'est surtout parce que c'est une entreprise avec une mission qui est de dire on va retaper des villages en ruine dans nos campagnes grâce à l'industrie, comme c'était le cas au Second Empire, et on va essayer de faire en sorte que les parties prenantes soient bien heureuses, qu'il s'agisse des employés, des actionnaires, des fournisseurs ou des clients. Vous sortez un thé alcoolisé? Oui, ça sort le mois prochain. Qu'on m'a dit ça. Oui, ça c'est une grosse innovation. Alors ça passe ou ça casse, parce que vous savez que... Mais c'est très risqué quand même. C'est très risqué. Vous avez déjà le whisky, vous êtes déjà allé chez les Anglais. Le thé, là? Ouais, c'est risqué et c'est très bon, par contre. Ça va être du thé froid? Alors oui, c'est dans une petite bouteille de bière. Ouais. C'est du thé avec des bulles et du rhum, et c'est délicieux. Alcoolisé à combien? 5 degrés, comme une bière. Ouais.
Voilà. C'est raisonnable. Voilà. C'est pour tous les gens qui n'aiment pas l'amertume de la bière. Bon, oui. Qui pourront... Donc, les Bienheureux, donc c'est une marque un peu ombrelle, c'est une, qui alors, comme en whisky, on me rappelle. En whisky, Bellevoix, leader du whisky français. Ouais, le rhum. En rhum, El Pasador d'Héros, le passeur d'or. Ouais. En thé, c'est Tiroc. Voilà. Tiroc qui va être distribué dans les supermarchés, dans les épiceries. Et puis il y a un vilain petit canard qui est en train de faire parler de lui, qui est très désobéissant, s'appelle Taureau. T-H-O-R-E-A-U, en hommage au philosophe américain. C'est du rhum. C'est du rhum et du cognac assemblés dans la même bouteille. Donc c'est très impertinent, mais c'est très très bon. Explosif. Voilà, oui. Voilà. Bon, ça s'appelle Les Bienheureux, mais en tous les cas, vous semblez être bienheureux. Et j'imagine que tout le personnel de l'entreprise va être dans la même situation. Il y a un site internet ou pas? Oui, tout à fait, lesbienheureux.com. Vous vendez sur Internet? Non, on fait confiance à nos partenaires. Alors, on est très présent sur Internet, chez les marchands Internet, mais on estime que ce n'est pas notre métier, donc on les laisse faire. Merci beaucoup. Merci à vous. À bientôt.